Et nous avons depuis bien sûr très longtemps des liens sympathiques et amicaux avec la BPI qui elle-même développe sur les questions de financement énormément d'actions et a mis en place très récemment un nouveau plan Touch dédié aux industries créatives. Nicolas va nous parler bien sûr beaucoup plus précisément des actions de BPI France sur ce secteur d'activité avec son équipe. Moi, je voulais juste vous rappeler qu'évidemment, le service entreprise de la Fédération du prêt-à-porter féminin est très précautionneux et très attentif à toutes les questions de financement. Il est extrêmement sollicité, n'est-ce pas Priscilla, sur toutes ces questions, notamment de la part de jeunes entrepreneurs, mais pas uniquement. Et que Priscilla a trouvé avec Mathias qu'il était évidemment très intéressant aujourd'hui de faire un petit point sur ces questions-là en général et sur les actions de BPI France en particulier, pour que vous aidiez à voir plus clair sur les actions des uns et des autres dans notre écosystème. C'est ça? Exactement. Je laisse la parole à Nicolas. Oui, en fait, on va commencer avec vous, Nicolas et Émilie, histoire de présenter déjà le plan Touch, de rappeler les enjeux pour BPI, qui est quand même un plan non négligeable et qui va occuper pas mal de votre temps et qui va être très utile pour nos entreprises. Donc, je vais vous laisser commencer et ensuite, on va faire un focus sur les différents produits de financement. Top. Eh ben, merci beaucoup, Pierre-François. Merci, Priscilla. Ben, on est très heureux de passer ce moment avec vous. Merci pour cette invitation et pour cette opportunité. Donc, en effet, on est là pour vous donner un petit peu, avec Émilie, l'ambition et le sujet global du plan Touch. Et puis ensuite, on a tous les gens véritablement sachants et compétents et opérationnels de la maison pour vous être particulièrement utile et précis et détaillé dans les différents outils de financement dont vous pouvez vous servir pour développer votre entreprise. Donc, le plan Touch, en quelques mots, l'idée, c'est que BPI France s'est donné une ambition de faire des industries créatives une priorité stratégique pour la banque, pour la maison. Au même titre que la relance, au même titre que le climat. Donc, c'est une reconnaissance très forte pour l'importance des industries créatives de dire que c'est un des axes prioritaires de BPI France pour les prochaines années. Pourquoi on a fait ça? Pour trois raisons très simples. La première, c'est que le périmètre des industries créatives, sur lequel je vais revenir dans un instant, c'est un enjeu de puissance économique. Les industries créatives, la French Touch, c'est 5% de la richesse nationale, près de 2 millions d'emplois. Donc, c'est un enjeu de macroéconomique majeur, c'est un enjeu de rayonnement international aussi très fort. Toutes nos entreprises de la création et de la créativité sont des vecteurs de rayonnement à l'international qui sont très importants. Et c'est un enjeu de compétitivité, puisqu'on est là pour favoriser le développement et l'avantage compétitif de notre pays et toutes ces entreprises créatives, que ce soit les startups, les PME, les entreprises de taille intermédiaire et les groupes, bien sûr, sont porteuses, toutes ces entreprises sont porteuses d'un avantage compétitif fort. Donc, quand on parle de French Touch et d'ICC au sens du plan Touch, ça veut dire qu'on couvre les 6 verticales sectorielles qui vous sont présentées là. Donc, c'est en premier lieu tout l'univers de la mode et de la création, donc l'habillement, les accessoires, la maroquinerie, mais aussi la beauté, etc. Tout l'univers de l'entertainment et des médias, donc le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, la musique, l'édition, et tout l'univers qu'on a appelé des arts visuels et de l'art de vivre, donc c'est-à-dire le design, la décoration, etc., etc. Donc tous ces secteurs peuvent paraître assez hétérogènes comme ça, puisqu'évidemment, c'est des marchés qui sont différents en termes de taille, de dynamique, etc., de modèle économique, mais le dénominateur commun qui fait que tous ces secteurs sont les ICC et sont la French Touch, c'est que ce sont des industries de la création. Donc voilà le premier élément de contexte. Ensuite, si on passe à la slide suivante, je laisse Émilie prendre le relais sur concrètement en quoi consiste ce plan.
Bonjour à tous. Donc voilà, comme le disait Nicolas, BPI France est doté d'une ambition très forte sur les ICC, sur les secteurs de la mode et de la création. Et donc l'idée étant enfin, l'objectif et l'ambition, c'est d'accompagner et d'accélérer la croissance des ICC françaises en mettant en synergie tous les métiers de la banque, dont on reviendra plus en détail par la suite. Cette ambition est basée sur trois piliers forts. Le premier, c'est pour construire ce plan, il a fallu se forger, se construire une vision stratégique et systémique de ce périmètre. Donc, le périmètre d'action, ces grands leviers et les acteurs qu'on va viser. Nicolas y reviendra juste après, donc je ne détaille pas plus cette feuille de route. Le deuxième grand pilier, c'est qu'on s'est doté d'outils pour voilà. Sur la base d'une vision, il faut des outils pour justement déployer tout ça. Donc, c'est le fameux Continuum BPI France, Continuum étant un mot assez présent chez BPI France, qui finalement permet de voir l'ensemble des métiers de la banque. Donc, comme je disais à l'instant, du financement classique à l'innovation, en passant par la garantie, mais également tout ce qui est fonds propres, international et accompagnement. L'idée d'aujourd'hui, comme l'a dit Priscilla en introduction, ça va être effectivement de se concentrer sur les métiers du financement, de l'innovation et de la garantie. Mais voilà, sachez qu'il y a vraiment tout un continuum de solutions chez BPI France selon votre projet et pour y répondre au mieux. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de mobiliser l'ensemble des forces vives de la maison en les aidant à la fois à monter en compétence sur ces sujets, à mieux connaître ces secteurs, notamment la mode, et justement pour améliorer l'efficacité de toute notre action. La particularité de la maison, c'est qu'on a un maillage très fort en région. BPI France, c'est vraiment une banque décentralisée. On a 48 implantations régionales, donc pour vous permettre à chacun d'avoir un contact en local, notamment avec tout un réseau de référents touch, donc qui vraiment connaissent ce plan sur le bout des doigts et tous ces outils, et qui sauront vous aiguiller vers les bons produits et vers les bonnes personnes. Voilà, ce sont vraiment vos contacts privilégiés en région avec ces 48 implantations régionales. Donc voilà, l'angle collectif de ce plan est très important et c'est à la fois le fait d'inclure tous ces métiers et puis d'avoir toute cette représentation en région. Le troisième grand pilier de ce plan, c'est que effectivement, le plan Touch est un plan BPI France, mais BPI France, c'est vraiment un de ses enjeux, c'est vraiment de fonctionner en complémentarité et en synergie avec l'ensemble des partenaires privés et publics de la place. Donc, pour en citer que quelques-uns, mais je vais forcément en oublier, l'IFSI, tous les établissements de crédit spécialisés, les fonds d'investissement, toutes les filières et les fédérations, dont la Fédération française du prêt-à-porter féminin en fait évidemment partie. Donc voilà un petit peu, c'est les trois grands piliers de ce plan, cette feuille de route, ce continuum de solutions dont on va revenir en détail juste après, et puis l'idée de ce plan de place qui s'articule avec l'ensemble de l'écosystème. On a des solutions, on vous les propose. Si on ne sait pas y répondre, notre objectif est et notre enjeu est de vous renvoyer vers les bonnes personnes au sein de tout l'écosystème. Feuille de route, Nicolas. Donc, on a dit, c'est un plan stratégique, c'est un continuum de financement et c'est un plan de place. Alors, sur la partie feuille de route stratégique, il y a 3 éléments. Le premier, c'est le périmètre, on l'a vu. Donc, qu'est-ce que c'est la French Touch pour nous, on l'a dit. Les 2 autres points, c'est qu'est-ce qu'on a identifié comme grands leviers, ce qu'on a appelé des leviers de transformation, c'est-à-dire des grandes lignes de force transversales qui traversent tous ces secteurs et qui sont pour nous les sujets clés des industries créatives pour les prochaines années. Donc, on va les passer rapidement. L'impact, c'est-à-dire tout l'environnement de la RSE, mais au sens large, de l'impact à la fois dans la proposition de valeur des entreprises, dans la manière dont les entreprises sont opérées, dont elles sont gérées. Donc, sur le sujet de la mode, évidemment, tous les sujets de seconde main, d'upcycling, de sourcing éthique, de circuits courts, etc., sont des sujets qui, pour nous, sont totalement clés dans la manière dont on analyse les projets des entreprises. Il y a le sujet évidemment de la transformation digitale. On a vu pendant la crise que les entreprises de la mode qui avaient une position digitale forte, soit native, soit qui avaient déjà bien entamé leur transformation, ont beaucoup mieux résisté évidemment au choc de la fermeture du retail. Donc, c'est évidemment, encore une fois, les DNVB, mais pas que. Le digital est un sujet pour tout le secteur. À la fois à tous les stades de la chaîne de valeur, de la manière dont on conçoit, de la manière dont on produit, de la manière dont on communique, de la manière dont on distribue.
Donc ça, c'est évidemment un levier très important. On a évidemment un enjeu de développement international, d'export. Alors c'est vrai que pour la mode, l'enjeu de projection internationale et d'exportation est quasiment natif. C'était moins le cas dans d'autres secteurs de la French Touch, comme le cinéma ou la télévision par exemple, mais ça reste évidemment un enjeu très important pour continuer d'accélérer sur ces sujets. On a également parlé de croissance externe. On a à cœur que dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel et qui a été quand même fortement impacté par la crise, c'est important d'avoir la taille critique et que donc les entreprises doivent être à la bonne taille, soit par elles-mêmes, soit en se rapprochant. Les enjeux de féminisation, alors là aussi dans la mode, ce n'est pas la verticale qui est forcément la plus challengée sur ces sujets, et encore, mais c'est des sujets par exemple très prégnants dans le domaine du jeu vidéo ou du cinéma. Et on a rajouté, donc tous ces leviers-là étaient globalement des leviers qui avaient été identifiés et mis en avant pré-crise. Notre sentiment, qui est plus qu'un sentiment, qui est une conviction, c'est que l'ensemble de ces leviers ont été confirmés, voire rendus encore plus prégnants par la crise. On en a rajouté un qui était évidemment aussi identifié pré-crise, mais qui a probablement pris encore plus d'ampleur, qui est le sujet de la réindustrialisation, puisqu'on a vu que dans cette crise sanitaire, la rupture des supply chains sur des supply chains lointaines pouvait être particulièrement pénalisante et disruptive. Et ça rejoint aussi le sujet de l'impact sur le fait d'avoir des circuits de production et de distribution plus courts, ce qui fait que, comme l'ensemble des parties prenantes de la place, on a participé à l'ensemble des réflexions sur le sujet. Donc voilà en gros les grands axes stratégiques. Et en termes d'entreprises visées, quelles sont les entreprises visées par le plan Touch? En fait, c'est toutes les entreprises compétitives des ICC. C'est-à-dire à la fois ce qu'on a appelé les game changers, c'est-à-dire des jeunes entreprises, des startups innovantes et créatives qui ont une proposition de valeur particulièrement nouvelle et différenciante, des challengers qui sont des entreprises qui ont déjà atteint un certain stade de maturité de développement, mais qui en ont encore fort sous la pédale pour se développer, diversifier sa gamme, se développer à l'international, développer son offre sur le digital, etc. Et des enjeux aussi d'accompagnement des leaders et des consolidateurs de ces secteurs. Alors évidemment, dans la mode et le luxe, la situation est un petit peu particulière puisque les leaders français sont aussi les leaders mondiaux, mais ce n'est pas le cas dans tous les secteurs Suis-je le seul à ne plus entendre notre ami? On a perdu Nicolas, je crois. Émilie, vous êtes là? Oui, je suis là. Je peux, Bon, de toute façon, il avait juste fini, mais je peux prendre le relais en tout cas pour la suite. Oui, ce serait bien. Bon, bah voilà, donc Nicolas vous a présenté la feuille de route, donc c'est à la fois ces leviers qu'il a détaillés et les acteurs qui sont visés. Finalement, il vous l'a détaillé, mais en fait, on part vraiment de la plus petite entreprise jusque vraiment les plateformes de conciliation avec cette particularité, effectivement, dans le milieu de la mode et du luxe. On vous l'a dit, il y a parmi les piliers de ce plan, il y a effectivement donc cette feuille de route et ce continuum. Donc, voilà, je vous avais dit que l'idée était bien de rentrer dans ce fameux continuum. À savoir qu'en ligne de départ, c'est-à-dire en 2020, BPI France a déployé presque 1,5 milliard en faveur des secteurs de la French Touch, dont la mode fait bien partie. Donc voilà, c'est la ligne de départ. L'idée étant de faire plus, d'accélérer et d'encore mieux accompagner, avec donc l'aide de tout ce continuum de métiers que vous voyez en dessous. Donc rapidement sur les métiers finalement qui sont pas financiers, on va dire, tout ce qui est accompagnement et international. Alors sur l'accompagnement, l'ambition c'est d'accompagner les ICC à la fois individuellement et à la fois collectivement. Individuellement, c'est avec des missions de conseil, d'accompagnement avec des experts formés spécifiquement à vos secteurs, avec différents types de missions proposées par BPI France. Et l'accompagnement plutôt d'un point de vue collectif, c'est notamment à travers des accélérateurs.
Vous connaissez peut-être l'accélérateur Modelux qui a vu le jour en fin d'année 2019 et dont la seconde promotion s'est lancée tout récemment. Donc un accélérateur rapidement, c'est donc un programme de 12 mois avec une cohorte d'une vingtaine, d'une petite trentaine d'entreprises selon les promotions. Avec pour ambition trois choses. Déjà, c'est un accompagnement parce qu'il y a tout un diagnostic d'entrée pour identifier tous les leviers sur lesquels l'entreprise doit se positionner, sur qu'elle doit actionner en fait pour arriver à ces enjeux. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a tout un pilier de formation, puisque en parallèle de tous ces 12 mois, il y a des séminaires qui sont dispensés par une grande école avec pour avoir des bases assez théoriques sur tous ces sujets. Et le troisième point, c'est que forcément, on met 20 entreprises qui ont des enjeux communs, des ambitions communes. Il y a tout l'enjeu l'idée du collectif et de l'émulsion collective qui naît et qui est très importante dans ces programmes. Donc voilà pour la dimension, pour l'accompagnement. L'international, rapidement, donc l'ambition c'est d'aider les ICC à se projeter à l'international, soit avec des missions plutôt inspirationnelles, donc voir ce qui se fait dans d'autres pays. Donc pour exemple, courant 2022, nous allons organiser une mission à Tokyo pour voir ce qui se fait dans les secteurs comme la mode, mais également dans les jeux vidéo et dans d'autres secteurs. Donc rencontrer sur place des entrepreneurs français, des entrepreneurs locaux, on va voir voilà, tout ce qui se fait dans ces pays où on a noté une forte, un fort, en tout cas de quoi s'inspirer. Et puis un angle aussi plus business. Et alors là, une mission qui va commencer, qui va avoir lieu en septembre et octobre avec le grand magasin américain Saks. Donc une mission organisée par BPI France, dont l'idée est justement d'accompagner des entreprises françaises de la mode, de la décoration, de la beauté, à tester ce marché américain. Donc avec l'aide de ce grand magasin américain, d'abord en septembre avec une dimension plutôt digitale, puisqu'ils auront une présence sur la marketplace du magasin, et puis en octobre plutôt physique, on l'espère en tout cas, avec un corner sur place dans le magasin, et après toute une communication aussi autour des industries culturelles et créatives françaises, avec des vitrines, des vitrines qui seront aux couleurs de la French Touch et de toute cette image française sur la 5e avenue. Donc voilà, typiquement des missions à la fois inspirationnelles et à la fois plus business. Si je peux me permettre, il faut rappeler à ce stade que l'ensemble, une partie en tous les cas des dispositifs que sont à la fois la mission américaine et dont vous parlez de BPI International et l'accélérateur Modelux qui est dédié à des entreprises d'une certaine taille, un peu plus de 2 millions d'euros si je me souviens bien, sont en grande partie financés par le défi, qui est donc le fruit de la collecte des taxes que payent les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, de leurs taxes affectées. Et ce sont ces programmes donc, qui sont financés par le défi, avec bien sûr le soutien et l'œil attentif des fédérations, tant sur la conception des programmes que sur la manière dont ils sont délivrés. Voilà, tout à fait. Effectivement, ces accélérateurs sont toujours réalisés en partenariat avec une institution du secteur, et BPI France étant pour partie dans le financement, mais surtout dans le déploiement en fait. Donc voilà, merci beaucoup Pierre-François. Sur les métiers de la garantie, du financement innovation et du financement, je vais laisser ensuite Amélie et Vanessa vous détailler tout ça. Mais l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est d'aider une montée en expertise de tout le réseau BPI France pour justement amplifier toute l'aide, le financement, l'accompagnement qu'on peut fournir à ces filières. À chaque étape du développement, donc vous verrez, il y a vraiment des produits qui s'adressent aux plus jeunes stades de développement jusqu'à des entreprises beaucoup plus matures. Et ça, je laisserai donc Vanessa et Amélie juste après vous en parler plus. Et sur le volet fonds propres, on détaillera ça en fin de webinaire. Nicolas vous en dira plus. Donc voilà, voilà ce continuum de façon très vue d'en haut. Rentrons dans le détail. Avec peut-être Juste pardon, Émilie. Oui. Excusez-moi, je me suis déconnecté. Je crois qu'à force de dire que Pathé et Ubisoft ne sont pas des leaders mondiaux, je crois que je me suis fait hacker mon Teams, mais je l'ai bien cherché. Pour vous donner quand même un petit peu une idée de la place que prend notre secteur dans toute cette action,
On est quand même sur des chiffres et des mathématiques qui sont assez importantes. 1,5 milliard d'euros de financement, c'est beaucoup d'argent. Le secteur de la mode et de la création représente à peu près un tiers du total. Donc, c'est d'assez loin la verticale sectorielle la plus importante dans notre action. Donc, c'était important de vous préciser ça. Amélie, on te laisse sur tout l'angle innovation. Parfait, merci. Également ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc Amélie Maillon, moi je suis responsable de l'équipe financement innovation à Paris pour BPI France. Et l'idée de cette... je ne pense pas que j'ai accès aux slides. C'est toi qui les passes, Émilie? Qui est-ce qui les passe? Bon. L'idée de cette présentation, c'est de vous présenter un petit peu plus en détail ce qu'on va faire pour les industries culturelles et créatives. Et du coup, la personne qui est en charge de la slide, je vais dire la suivante. T'as la main normalement, Amélie, mais sinon je le fais. Là, j'ai pas l'impression. Je tourne, voilà. Super, merci. Alors, initialement, BPI France accompagnait l'innovation technologique, donc issue de laboratoires ou qui présentait une évolution par rapport à un état de l'art donné et à des verrous techniques donnés. Et ensuite, en 2015, on s'est ouvert à l'innovation de produits, de procédés et d'organisation. Donc, par exemple, une société qui développe une nouvelle plateforme de mise en relation entre médecins et patients, c'est un sujet d'actualité. Et depuis cette année, on a donc cette nouvelle corde à notre arc qui est l'innovation créative grâce au Plan Touch. Donc concrètement, et c'est ce que disait Émilie tout à l'heure, hein, on accompagne déjà des projets dans ces verticales qui ont été cités, la mode, la beauté, le cinéma et le jeu vidéo. Mais le constat, c'était qu'on était assez limité dans les dispositifs de financement qu'on pouvait proposer. Par exemple, lorsqu'on avait à accompagner le lancement d'une nouvelle marque de mode, on se positionnait principalement sur du développement d'applications ou sur le développement d'un site ou d'un parcours client original, alors qu'aujourd'hui, on va pouvoir plutôt se positionner ou également se positionner sur le financement de la collection elle-même. Donc pour nous, c'est une vraie révolution, finalement, dans l'appréciation des projets et l'appréciation des projets qu'on souhaite financer. Donc l'analyse d'un projet d'innovation créative, elle va se faire d'une manière assez similaire finalement sur tous les types d'innovation. Donc on va analyser l'équipe, le modèle économique, le marché, la concurrence. Là encore, donc comme tous les projets d'innovation, et on va faire un focus un petit peu plus particulier. Alors sur l'équipe, les questions principales qu'on va se poser, c'est est-ce que je suis en présence d'un management expérimenté du secteur ? Est-ce que celui-ci est accompagné par des mentors ou alors par des investisseurs avisés du secteur? Ou encore, est-ce que je suis en présence d'un projet qui est accompagné par des structures, donc des incubateurs, des accélérateurs ou autres, qui eux aussi ont pignon sur rue dans ce secteur-là? Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on va s'attacher aussi à analyser plus en détail la proposition de valeur. Et donc, on cherche une proposition de valeur qu'on a appelée singulière. Donc, concrètement, c'est quoi? On va évaluer l'originalité de l'offre, originalité aussi de la stratégie de communication, de la stratégie de distribution, mais tout en gardant à l'esprit que finalement, elle peut aussi se positionner dans les tendances qui sont actuellement en vigueur dans le secteur. Donc, par exemple, si vous êtes une DNVB, c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder ou pouvoir apprécier. Je rajouterai un point qui est l'intégration, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'intégration de la dimension et des efforts RSE dans le projet au global, qui va aussi mériter notre attention. Par exemple, la RSE, l'intégration de la RSE dans le sourcing, dans la traçabilité, dans la transparence. Vous le savez, c'est des enjeux qui sont très forts en ce moment et auxquels on va apporter une attention particulière. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail de la gamme des financements qui s'adresse d'ailleurs aux entreprises françaises, je précise parce que ça a son importance. Donc, entreprises françaises depuis le jour 1 de leur création. Donc, à partir du moment où vous avez créé une structure juridique, vous pouvez prétendre à un financement qu'on va détailler juste après. Et on ne s'adresse pas uniquement aux startups, on s'adresse aussi à des entreprises plus matures. Je sais qu'on est très identifié en innovation sur de la startup, mais on accompagne aussi de la PME, de l'ETI,
qui va, elle aussi, avoir à lancer de nouveaux projets d'innovation. Et sur les ETI, on peut aller jusqu'à 2000 personnes. Donc, vous voyez, la palette, elle est assez large. Donc, dans le financement de l'innovation, on a 2 casquettes. La première, c'est le petit 1 que vous voyez là en bleu, qui est le soutien aux projets de recherche et développement. Donc, j'insiste plus par rapport à votre secteur sur le mot développement, parce que le mot recherche peut faire un peu peur. Mais lorsqu'on parle du développement d'une nouvelle gamme, d'une nouvelle collection, c'est des choses qui sont éligibles. Et donc là, on parle bien d'aide publique. Le début de l'histoire, on va plutôt l'accompagner avec des subventions. Là, vous en voyez 2, la bourse French Tech et la Subinnovation. Ces subventions donc, sont par essence des dispositifs non remboursables qui vont venir financer le début de l'histoire. Donc, c'est les phases de faisabilité, c'est du prototypage, et on est sur des tickets qui sont relativement modestes, mais qui peuvent vous permettre de mettre le pied à l'étrier. Ces subventions sont autour généralement de 30 000 €. Et ensuite, le prêt innovation R&D que vous voyez aussi ici, ça accompagne des phases de développement un petit peu plus poussées. Et alors, ça peut être activé en parallèle de levée de fonds ou de financement privé. Ou alors, donc concrètement, on est sur du développement et des montants qui seront un petit peu plus conséquents. On commence à 50 000 € et on peut aller, vous le voyez, jusqu'à 3 millions d'euros. Donc la palette, là, elle est assez large en termes de financement. Comme on est dans le cadre d'aide publique, il y a 2 choses à retenir qui sont très importantes. On finance un projet de R&D qui est bien identifié, qui est périmétré dans le temps et qui est périmétré dans le budget. Donc, on définit ensemble une période, admettons 12 mois, et sur ces 12 mois, vous allez dépenser 500 000 €. On identifie ensemble, dans ces 500 000 € quelles sont les dépenses concrètes que vous allez réaliser. Donc là, on parle de frais de personnel interne. Donc, vous voyez quelques exemples, le styliste, une équipe artistique. Mais on parle aussi de frais externes, parce que vous avez certaines prestations ou compétences que vous n'avez pas vocation à internaliser, ou alors pour lesquelles vous en avez besoin ponctuellement. Par exemple, vous voyez là aussi de la propriété intellectuelle, donc votre dépôt de marque, ou encore des acquisitions de droits. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'on identifie bien le programme de R&D et quelles sont les dépenses associées. Le deuxième point à retenir, c'est qu'on finance une quote-part de votre besoin, mais jamais la totalité. Il faut toujours mobiliser du financement privé, donc ça peut être, je le disais, la levée de fonds, du prêt, l'injection de fonds personnels, pour justifier l'équilibre du plan de financement. Dans le cadre des subventions, généralement, on aide à hauteur de 70% du projet qui nous est présenté. Et ensuite, pour tout ce qui est prêt innovation R&D, là, les quotités peuvent varier, mais retenez qu'en général, on est autour de 50%. Donc, si vous nous présentez un projet à hauteur de 500 000 €, on peut financer, admettons, 250 000 €. Il faut que vous soyez en capacité de justifier de comment est-ce que vous financez les 250 000 € restants. Donc ça, c'est sur ma première casquette. La deuxième, c'est celle que vous voyez, ce sont les prêts sans garantie. Donc là aussi, plusieurs produits. Les prêts d'amorçage et prêts d'amorçage investissement, ce sont des dispositifs qui sont activables en parallèle d'une levée de fonds et qui sont des financements très patients puisqu'on est sur 8 ans avec 3 ans différés d'amortissement en capital. Là, on vient financer, comme pour le prêt innovation, des frais qui sont dits immatériels. Donc ça, c'est important, on ne financera pas de matériel avec ces dispositifs-là, parce que généralement, les banques savent très bien le faire. Mais donc, on financera l'immatériel, ça va être encore une fois du RH, du BFR, de la constitution de vos stocks. C'est assez large. Et donc, le prêt innovation, la différence avec les 2 autres, c'est que lui, il peut être activé sans levée de fonds, mais il faut que l'entreprise ait plus de 3 ans. Elle a déjà démontré la validité de son modèle économique. Et on est plus sur une stratégie de croissance ou d'expansion que sur réellement la validation d'un caractère innovant. Je le disais, donc là, on est sur du financement non affecté. Donc, à la différence des aides à l'innovation dont je parlais il y a quelques minutes, ici, on ne va pas venir regarder les dépenses ligne à ligne de votre projet de R&D. On va plutôt évaluer le besoin global et financer un besoin de manière beaucoup plus macro. Et alors, ce qui est important, encore une fois, et après je m'arrêterai là et je passerai la parole à Vanessa, c'est que, en fait, les dispositifs d'aide à l'innovation et des prêts sans garantie peuvent être cumulés. C'est-à-dire qu'on peut à la fois vous accompagner sur le développement de votre innovation créative, donc admettons le lancement d'une nouvelle gamme,
mais également sur le développement et les dépenses qui sont plutôt allouées à de la commercialisation, à de la communication, donc des frais immatériels. Voilà sur ce que je pouvais vous dire sur ces dispositifs d'innovation. Je reste à votre disposition à l'issue de cette présentation si vous avez des questions. Et à toi, Vanessa. Pardon, je prends une seconde pour insister quand même sur le fait que cette nouvelle forme d'innovation, dont votre secteur est un des bénéficiaires prioritaires et premiers, c'est quand même très nouveau. L'idée, c'est de dire que les jeunes entreprises technologiques avaient accès à toute une gamme de produits de financement qui sont quand même assez chouettes, hein, puisque c'est de la bourse, de la subvention, du prêt à des conditions très, très favorables, et que vraiment ce qu'on a changé, c'est que la barrière à l'entrée technologique devient une barrière à l'entrée créative. Alors ça ne veut pas dire que l'ensemble des jeunes marques de mode françaises très, très jeunes et très récentes auront accès à tous ces outils. Évidemment, il reste une barrière à l'entrée qui est celle qu'Amélie a détaillée, c'est-à-dire qu'on cherche des projets qui sont bien portés, qui sont singuliers, qui épousent les grandes tendances, etc. Évidemment, il y a des critères de sélection, mais néanmoins, c'est possible désormais d'accompagner vos entreprises et vos projets avec ces outils qui étaient encore une fois jusqu'à maintenant l'apanage des entreprises technologiques. Et ça, pour nous, c'est quand même une grande victoire à la fois financière voilà, et systémique et réglementaire de faire en sorte que vos jeunes entreprises créatives aient accès à ces outils de financement de l'innovation. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Vanessa Bottard, responsable crédit pour la zone Paris Sud, donc les arrondissements au sud de la Seine. Donc je suis une des référentes Touch dont vous a parlé Émilie. Donc vous avez effectivement 48 référents Touch dans toute la France. Pour être assez pragmatique, votre référent Touch, en fait, vous pourrez le contacter assez facilement parce qu'on s'est, nous aussi, encore plus transformé avec la crise, donc on s'est beaucoup digitalisé. Donc, vous avez un site, BPI France en ligne, sur lequel, effectivement, vous pouvez faire vos différentes demandes. Donc, pour ma part, je ne vais pas vous parler d'innovation créative, je vais vous parler de développement au sens plus large, mais aussi de création. Donc, je vais m'intéresser aux deux scopes qui sont la garantie et le financement, parce qu'on intervient aussi, en fait, indirectement des financements que vous pouvez obtenir auprès de vos partenaires bancaires. Donc, qu'est-ce que la garantie, en fait, ou la contre-garantie plus précisément, en fait, c'est plusieurs objectifs derrière. C'est déjà de faciliter l'accès au crédit en fait des PME parce que la contre-garantie BPI France n'est possible que sur une PME. Donc, quand est-ce que finalement un banquier peut solliciter la contre-garantie? Donc, c'est parce qu'il veut limiter son risque. Donc, c'est pour ça que vous voyez le rond orange qui est aussi partager le risque. Et pour vous, entreprise, c'est surtout de limiter vos garanties personnelles au niveau des porteurs de projets. Parce qu'une banque, forcément, elle pourrait avoir envie de vous demander une caution personnelle à 100%. Le fait de faire appel à la contre-garantie BPI France, en fait, ça limite justement votre caution personnelle et ça fait intervenir BPI France indirectement puisque nous garantissons une partie du risque de la banque. Alors, sur finalement, quand est-ce qu'on voit des dossiers de contre-garantie? C'est surtout sur la création. Donc, on voit beaucoup de jeunes marques qui se lancent, qui ont aussi pas mal
qui se lancent soit de manière digitale, soit finalement de manière physique avec des boutiques. Donc, c'est sur ce scope-là finalement où les banques ne vous connaissent pas encore, ne savent pas encore ce que peut donner la société, hein, si je puis dire, puisque c'est le démarrage de la société. Et du coup, nous sollicitent. Pour vous, c'est totalement transparent, hein. C'est pour ça que je vous ai mis en bas de la slide que le conseiller bancaire nous sollicitera directement, puisque nous garantissons la banque. Mais voilà, sachez que derrière, en fait, il y a cette possibilité. La banque, normalement, hein, la prévoit directement. Mais si vous voyez que vous avez une banque un petit peu frileuse, vous pouvez tout à fait lui dire, est-ce que vous avez envisagé une contre-garantie But the meeting is being recorded, so it's fine. une contre-garantie du financement bancaire. Mais pour vous, c'est totalement transparent, pas de démarche en fait à faire. Donc dans la slide précédente, on vous avait mis le prêt garanti par l'État. Je ne vais pas beaucoup en parler, mais si ce n'est que effectivement BPI France est en fait, sert de plateforme pour le prêt garanti par l'État. Donc, c'est pour ça que quand vous avez obtenu un prêt garanti par l'État, ou en tout cas un préaccord, vous êtes passé par un site BPI France sur lequel vous avez obtenu un numéro. Mais donc, voilà. Là, en fait, on sert de support technique, mais qui a été indispensable pour passer cette crise sanitaire et surtout pouvoir réagir le plus rapidement possible pour vous soutenir dans vos besoins de trésorerie. Là, je vais parler de la partie plutôt financement direct, qui est celle qui va vous intéresser principalement. Alors, BPI France intervenait déjà sur le secteur de la touch, mais là, on a décidé de le mettre encore plus à l'honneur et de chercher en fait un produit qui lui était dédié. C'est ainsi qu'avec nos différents partenaires, on a réfléchi à un produit sur ces activités que parfois on connaissait ou on ne connaissait pas. Par exemple, le cinéma, c'est un secteur qu'on connaissait moins. Pour la mode, on vous connaissait déjà, mais là, on a un produit fait pour vous. Donc finalement, qu'est-ce qu'on vient financer? On ne vient pas financer cette innovation créative dont vous parlez, Amélie. On vient financer déjà le besoin de trésorerie lié à la crise, puisque il a été créé à ce moment, pas créé à ce moment-là, il a été créé avant, mais on s'est dit que voilà, il fallait aussi vous accompagner sur le besoin de trésorerie. Donc sur ce besoin de trésorerie lié à la crise, on intervient en complément de votre PGE. Donc, sur un ticket qui est limité aux fonds propres et qui est aussi limité aux fonds propres et au montant de votre PGE. Sinon, on finance aussi tout ce qui est immatériel en complément de ce qui a pu être fait sur l'innovation créative ou non, sur l'augmentation du BFR, sur tout ce qui est investissement corporel à faible valeur de gage. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire derrière? On veut dire, par exemple, le matériel dont vous avez besoin dans vos locaux professionnels, qu'il soit dédié à vos salariés ou qu'il soit dédié à la vente, puisqu'on peut imaginer l'aménagement des boutiques, tout ce qui vous sert aussi matériel pour exposer les différents vêtements. Donc, ça reste assez large. Et on vient financer aussi tout ce qui est opération de croissance externe. Donc, que ce soit de l'acquisition de fonds de commerce ou de l'acquisition de titres. Donc, ce financement, il est dédié aux TPE et PME qui ont plus de 12 mois et qui ont donc un premier bilan à leur actif. C'est vraiment ce qu'on demande. Donc, comme je vous le disais, le financement, il est limité au montant des fonds propres et il démarre à 50 000 euros. Qu'est-ce qui nous distingue par rapport à un financement bancaire que vous pourriez obtenir auprès de vos partenaires bancaires? C'est que, en fait, on sait que, notamment quand vous ouvrez une boutique ou quand vous lancez une marque, ou en fait, vous avez un temps de lancement.
Vous avez un temps sur lequel vous savez que le chiffre d'affaires n'arrive pas forcément tout de suite, ni la rentabilité. Donc du coup, ou en tout cas la rentabilité du point de vente, ou la rentabilité d'une équipe hein, que vous lancez, qui vous aide sur un aspect, hein, que ce soit commercial, que ce soit logistique, voilà. Et c'est pour ça que nos financements sont en fait d'une durée de 2 ans, de 2 à 7 ans, et vous permettent d'intégrer un différé d'amortissement. Ce qui en fait vous laisse le temps justement sur ces points de vente ou sur ce projet de lancer et de ne pas avoir cette crainte de devoir rembourser le financement tout de suite. Donc gardez en tête cette durée de 2 à 7 ans avec un différé d'amortissement possible. Et ce qui nous différencie surtout, c'est qu'en fait nos financements sont... En fait, on veut vous apporter une solution qui soit concrète, simple, facile à mettre en place. Donc, tous nos financements, comme le disait Amélie, hein, c'est la même chose que pour l'innovation. On ne viendra jamais vous demander de facture. On ne décaisse pas à la facture. En fait, on vient s'intéresser au développement global. Et sur ce point-là, on vous fait confiance. On décaisse en une seule fois. Et on ne vient pas vous demander de garantie personnelle, en fait. C'est des financements qui sont toujours sans sûreté personnelle, sans nantissement de titre. Donc, c'est sur ce point-là qu'on se veut simple. Alors, on n'est pas là pour remplacer vos banques, on est là pour intervenir en complément de vos banques. C'est pour ça que vous voyez la notion de partenaire financier, c'est-à-dire que donc, soit banque, soit apport en capital, avec une levée de fonds. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on intervienne. Par exemple, sur un projet, vous allez me dire, j'ai besoin de 100 000 euros pour lancer mon réseau de boutiques hein, physiques. Ben voilà, on interviendra sur la moitié du besoin en partenariat avec soit un financement bancaire, soit une levée de fonds. Même si on préférera quand même hein, que vous soyez déjà bancarisé, que vous ayez déjà des financements bancaires, mais sur le principe, on peut tout à fait s'adosser à une levée de fonds. Par rapport à l'innovation dont vous parlez, Amélie, là, on est quand même sur des sociétés qui sont censées être matures. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande en fait, sur ce pré-touch, il faut que vous ayez plus de 12 mois et il faut que vous ayez déjà atteint votre rentabilité. Après, le point de vente va faire que vous allez diminuer votre rentabilité parce que le point de vente, le temps qu'il démarre, oui. Mais sinon, historiquement, il faut que le bilan que l'on va étudier, le dernier bilan, atteste d'une rentabilité. Je vais ensuite vous parler, là je suis restée, donc le pré-touch qui est spécifiquement pour vous, qui démarre à 50 000 euros, mais sur certaines sociétés, vous pouvez avoir un besoin qui est moindre. C'est pour ça que je vous parle aussi du pré-rebond, qui est sur la slide suivante, voilà, merci, qui en fait, pour le coup, est vraiment une solution face à la crise sanitaire que l'on a développée avec les différentes régions. Donc là, pour ma part, je vais vous parler spécifiquement du pré-rebond Île-de-France, mais sur la slide, vous voyez bien l'adresse qui vous permet d'accéder aux prêts régionaux, parce qu'il a été lancé hein, dans chaque région. L'idée, en fait, c'est vraiment de vous accompagner sur le besoin hein, de trésorerie que vous avez pendant la crise, donc en complément du PGE. Donc, qu'est-ce qui le différencie en fait du pré-touch dont je viens de vous parler juste avant? Finalement, le pré-rebond, il est que sur la trésorerie. Le pré-touch, il est de manière plus large. Et le pré-rebond, surtout, vous avez une possibilité d'intervention à partir de 10 000 euros, alors que le pré-touch démarre à 50. Donc, c'est pour ça que je voulais vous présenter les deux. La différence, surtout sur le pré-rebond, c'est que sur des montants entre 10 000 et 50 000 euros, nous sommes en fait sur une démarche qui est totalement digitalisée. Puisque là, on a démarré en Île-de-France, mais ça se lance progressivement dans toutes les régions. En fait, c'est vraiment une plateforme que l'on a lancée qui vous permet d'obtenir le financement sur une durée, en tout cas de l'obtenir
très rapidement sur, je dirais, moins d'une semaine, puisqu'en fait, vous saisissez votre demande, vous intégrez tous les documents nécessaires à votre demande. Nous faisons appel à votre expert comptable pour qu'il puisse certifier déjà de vous connaître, que les documents sont bons. On passe même par du face matching, donc vous vous identifiez sur la plateforme. Donc voilà, vraiment l'idée c'est de pouvoir vous accompagner au plus vite sur ce besoin de trésorerie. Donc ce pré-rebond, il est entre 10 000 et 300 000 euros selon les régions. Il est disponible encore jusqu'à la fin du mois d'octobre, si je ne me trompe. Après, ça dépend un petit peu des régions, mais en tout cas, nous, sur l'Île-de-France, ce sera jusqu'à fin octobre. Donc, il a une durée de 7 ans, avec toujours ce différé d'amortissement en capital de 2 ans, avec un taux fixe qui est minime, puisque en Île-de-France, il est même de 0, donc je pense qu'il est de 0 partout. Vous payez uniquement des frais de dossier et généralement une prime d'assurance annuelle. Donc, ce prêt, il est, comme je vous le disais, en complément du PGE et aussi dans la limite des fonds propres. Et nous ne venons toujours pas prendre de sûreté réelle ou personnelle. Et comme je le détaillais sur le pré-touch, l'idée c'est vraiment là aussi des sociétés qui sont déjà matures, c'est-à-dire spécifiquement sur le pré-rebond, c'est-à-dire vous alliez bien avant la crise, mais là avec la crise, vous n'avez pas pu ouvrir vos boutiques, vous avez votre site en ligne qui n'a pas fonctionné comme il devait fonctionner, vous avez subi des retards de livraison ou même retard d'approvisionnement sur vos matières premières, sur votre stock lié à la crise sanitaire. Donc voilà, on vient vraiment vous aider sur ce besoin de trésorerie qui est lié à la crise, mais avant crise, vous alliez bien. Donc là aussi, on vient s'intéresser au bilan, en fait, à votre liasse fiscale avant crise et vérifier que, en fait, avant la crise, vous alliez bien, mais que là, vraiment, vous n'avez pas pu ouvrir, par exemple, vos boutiques en raison de la fermeture sanitaire. Et vous avez forcément mis vos salariés en chômage partiel, mais vous avez quand même eu des charges incompressibles sur lesquelles vous avez besoin d'aide. Voilà pour ma part sur le financement. Excusez-moi, j'ai une petite question par rapport à ce rebond. C'est Myriam Aïlo de Avenir. Quand vous dites que c'est en complément au PGE, ça voudrait dire que si on n'a pas obtenu la totalité du PGE, vous rajoutez par rapport au pourcentage qui est de 25%, il me semble, ou ça n'a rien à voir avec ce pourcentage-là? Alors, en fait, déjà, si vous n'avez pas obtenu de PGE, on vous orientera plutôt vers la médiation du crédit pour essayer de faire en sorte que vous obteniez ce PGE, si la médiation peut vous aider. Sinon, on va vous orienter plutôt vers d'autres solutions. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir eu votre PGE à 25%. On pourra intervenir en complément. C'est pas dans la limite. Vous pourriez avoir déjà obtenu un PGE de 25% et on pourrait intervenir en complément encore jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires. Après, qu'est-ce qui va faire qu'on va aller jusqu'à ces 25%? C'est plutôt votre capacité à rembourser le PGE plus ce pré-rebond par rapport à vos résultats avant crise. D'accord, ok, très bien. En fait, Vanessa, en fait, les deux sont cumulables dans la limitation effectivement du taux d'endettement. Tout à fait. Très bien. Très bien, merci. Merci Vanessa. Merci. Merci Amélie, merci Vanessa pour la partie financement et innovation. Priscilla, si ça vous va, on passe à la partie fonds propres. Oui. Super. Donc Nicolas, à toi si tu es là.
Yes, donc, merci beaucoup Amélie et Vanessa. Donc, je pense que j'espère que ça vous a été utile. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'ensemble du continuum de financement, à la fois sur la partie innovation créative, sur la partie garantie bancaire, sur la partie prêt bancaire, on a quand même une boîte à outils qui est assez profonde et qui est assez intéressante pour vous et vos entreprises, puisque vous l'aurez noté, hein, on est quand même sur des produits qui sont on va dire, des produits avec des taux très faibles, qui prennent pas de sûreté ni sur les actifs, ni sur les entrepreneurs, etc. Donc, on est vraiment au service des entreprises, de vos secteurs et des entrepreneurs, évidemment, avec des enjeux et quelques contraintes par rapport au niveau des fonds propres, sur le fait qu'encore une fois, on est une banque publique qui donc est là pour faire effet de levier sur le financement privé. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'articuler et d'intervenir en cofinancement, notamment sur la partie prêt bancaire avec vos banques, pour aller compléter les financements plutôt que d'y aller tout seul. Voilà, donc évidemment, et puis évidemment des enjeux de prêt bancaire, ça nécessite une analyse financière et une analyse de la capacité de vos entreprises à rembourser les prêts, mais tout ça est quand même une boîte à outils assez profonde et assez puissante pour vous. Alors les fonds propres, tout ça intervient évidemment en articulation et en complément. Chaque outil financier, chaque source de financement a son enjeu. On a parlé de financement de l'innovation, donc là, on est là pour financer soit avec des aides, avec des bourses, des subventions ou des prêts à taux zéro, des entreprises jeunes qui ont des propositions de valeur émergentes. Le prêt bancaire, il est là, on l'a dit, pour financer, alors dans le contexte évidemment des difficultés de trésorerie, mais plus globalement du besoin en fonds de roulement de croissance. Le fonds propre, c'est encore une autre logique. Le fonds propre, lui, c'est un outil qui est justifié dans un projet de développement, on va dire, assez fort, avec une forte croissance, que ce soit une croissance organique ou interne, selon les termes consacrés, c'est-à-dire du développement international, du développement digital, de la diversification de l'offre, etc., ou des projets de croissance externe et de rapprochement d'entreprises. Donc, le périmètre de notre action en fonds propres, c'est celui de la French Touch, donc c'est celui qu'on a décrit tout à l'heure. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a la capacité d'accompagner les entreprises quelque part sur l'ensemble de leur trajectoire de développement, du capital risque au capital développement, jusqu'à des entreprises de taille plus importante et dans des logiques notamment de transmission, c'est-à-dire une entreprise qui change de main et qui doit organiser son changement d'actionnaire. Ce qui fait que les tickets, les montants d'investissement en fonds propres qu'on déploie sont là aussi sur une fourchette assez large, hein, puisque ça commence à quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à une dizaine de millions d'euros pour les entreprises de taille les plus importantes. Et ce qui fait qu'on a un angle, on va dire, un petit peu différent sur le secteur des industries créatives dans le domaine des fonds propres. C'est le sujet qui est que l'ensemble des équipes qui opèrent ces investissements, ces opérations, ces deals, ont une expertise sectorielle très forte. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être dans l'équipe Delphine Lemaintier, qui est notre responsable de la practice mode et luxe au sein de la BPI. Donc de l'expertise sectorielle, de l'accompagnement, hein, encore une fois, je crois qu'Émilie l'a dit tout à l'heure, dans le continuum de financement et d'accompagnement, tous les sujets extra-financiers, de consulting, d'accélération, etc., sont très importants pour nous, puisque notre conviction, c'est que pour accompagner les projets de création de valeur des entreprises, l'argent est évidemment nécessaire, mais de l'accompagnement et de la structuration permettent aussi de développer les projets de manière plus efficace et plus vertueuse. Et le troisième angle qui évidemment fait écho à un des piliers du plan Touch au sens large du terme, c'est le fait, et ce qui justifie cet échange d'aujourd'hui, que l'ensemble des actions qu'on déploie se fait en articulation fine avec l'ensemble des partenaires et des parties prenantes du secteur. Voilà sur la partie fonds propres. Pour vous donner une illustration de tout ça, hein, si on reprend un petit peu, l'idée n'est pas forcément de mettre toujours les choses dans les cases, mais si on reprend un petit peu, vous vous souvenez, les leviers de transformation du plan French Touch et les catégories d'acteurs visés,
le portefeuille sur la partie fonds propres dans le domaine de la mode, du luxe et de la création l'illustre assez bien, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'accompagnement d'entreprises innovantes dans nos secteurs, comme Tekin, qui déploie une solution digitale permettant aux marques de mode de réindustrialiser et de déployer des solutions de production en circuit court. Une entreprise comme Ariani qui développe une solution d'identité digitale et de CRM pour les produits de luxe. Une entreprise comme Shabatex qui fait du textile innovant pour l'industrie du luxe, mais pas que, aussi pour l'industrie de l'ameublement, du sport, etc., made in France. Des entreprises de type DNVB comme Bonne Gueule, et puis des acteurs, on va dire, plus intermédiaires, ce qu'on a appelé les challengers tout à l'heure, comme Officine Générale, qui a réalisé une belle opération auprès d'un fonds américain. Vous avez peut-être vu passer ça dans la presse, jusqu'à des entreprises de taille plus importante, notamment dans des problématiques de transmission capitalistique, ce qui est le cas d'Éric Bompard. Donc voilà, donc le portefeuille illustre un petit peu tout ça, les différentes populations d'entreprises, à la fois des entreprises innovantes, des PME de croissance et des entreprises de taille plus importante. Émilie, je te laisse dire un mot sur le mouvement. Oui, juste pour conclure cette présentation du plan, puisque là vous avez vu vraiment toute la partie business en fait de ce plan avec les différents métiers et comment ça se décline. On voulait juste vous dire un petit mot, un rapide mot sur l'ambition derrière ce plan business, qui est également de faciliter la naissance d'un mouvement d'entrepreneurs, donc la French Touch du coup, autour de l'emblème de ce coq orange qui fait écho aux autres coqs que vous avez peut-être déjà croisés, le coq rouge de la French Tech, le coq vert du climat, le coq bleu de la French Fab. Donc voilà, ce coq orange, le quatrième coq, on va dire, quatrième coq, voilà, BPI France. Donc faciliter la naissance d'un mouvement incarné par ce coq. En fait, ça serait une signature commune. Et l'idée, ça serait donc d'avoir tout un réseau d'entrepreneurs qui représente à la fois la diversité des secteurs, des enjeux, des hommes, des femmes, voilà, de tout type de taille d'entreprise. Donc cette diversité, un mouvement qui sera à la fois business, puisque une communauté, un réseau, etc., humain et puis digital, parce que derrière, vous verrez, il y aura des actions collectives concrètes, et puis cette vitrine digitale, certainement par un site internet qui permettra d'avoir un annuaire, un réseau, une communication entre vous. Donc voilà, on voulait vous donner quelques mots sur ce mouvement, quelques mots aussi qui le caractériseraient. On parle d'audace, de rayonnement, de transversal, puisque l'idée, c'est vraiment qu'il représente la diversité de tous ces secteurs. Donc, très concrètement, on lancerait tout ça juste après l'été. Ça se matérialiserait par en tout cas, une entrée sur un site internet qui sera une vitrine de la French Touch et une partie un peu plus fermée, du coup, accessible à ce réseau. Voilà, on vous en dira plus, on communiquera en temps voulu, mais quelques mots en avance de phase sur ce mouvement derrière ce coq orange. Voilà. Merci, Émilie. C'est vrai que c'était important de rappeler le plan Touch que BPI va mettre en place, qui va se déployer encore plus fort après l'été et qui va effectivement intéresser beaucoup de nos entreprises. Donc, il ne faudra pas hésiter à aller aller voir sur les sites internet. Et je pense qu'il y aura pas mal d'événements aussi, si on peut en faire autour de ça. En tout cas, merci à tous. Merci à l'équipe BPI d'avoir détaillé ces différents sujets, ces différents produits. Et surtout cette volonté stratégique de BPI qui, je pense, aussi rassure les industries créatives, qui, je dirais, valorise aussi la filière parce que parfois et pendant longtemps, on a été souvent hors critères, où on était un peu, mais pas entièrement. Et là, de voir qu'un acteur comme BPI investit les industries créatives et donc soutient la mode française, c'est aussi un signe fort pour encourager le développement de cette filière.
Je vais vous demander maintenant si vous avez des questions. Vous pouvez soit les poser dans le chat, soit les poser directement. Pour l'instant, j'en ai pas. Myriam, tu as posé ta question tout à l'heure. Pour information, donc la présentation, nous allons la partager ultérieurement aux inscrits. Et vous pourrez également retrouver le replay de cette matinale sur notre site internet un peu plus tard dans la journée. Voilà. Donc, si je n'ai pas de questions, je vais libérer nos invités et vous remercier en tout cas. Est-ce qu'on a une question? Moi, j'ai une petite question, c'est encore Myriam. Quand vous dites que il y a un différé de 2 ans pour le rebond ou un différé de 0 à 24 mois pour le touch, vous savez me dire quel pourcentage on appliquera pour le remboursement ou c'est en fonction des projets, tout ça? Alors, Myriam, qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Quel Quand on va pourcentage? rembourser, il n'y a pas un taux qui s'applique pour le remboursement ou enfin, c'est un peu comme ce qu'on fait à la banque quand on fait un prêt bancaire, ben, il y a un pourcentage qui est pris en plus de ce qu'on doit rembourser, genre 1%, par exemple, disons pour le PGE ou enfin, un intérêt bancaire. Est-ce qu'il y a des intérêts qui s'imposent quand on fait un prêt rebond ou touch, par exemple? Alors oui, comme tout financement, c'est notre manière de nous rémunérer. Donc la plupart du temps, oui, on a un taux d'intérêt. Après, sur le prêt rebond, il n'y en a pas. Comme je vous l'indiquais, il est à 0. Vous avez uniquement des frais de dossier. D'accord. Après, sur le prêt touch, oui, il y en a un, mais qui est quand même très intéressant puisque on a en fait un partenaire derrière hein, qui est le FEI qui nous accompagne. Donc à l'heure actuelle, je crois qu'il doit être assez proche de 1%, mais c'est un taux qui est remis à jour tous les mois en fait. Donc D'accord, ok. Bah, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci encore pour cette presse. Super intéressant, merci. Juste, pardon, j'ai une petite question aussi. Bonjour Bénédicte. Je voulais savoir, par exemple, une entreprise, j'ai vu que le pré-touch, c'était minimum 12 mois d'existence. Et je voulais savoir si, par exemple, la structure avait démarré en auto-entrepreneur et qu'elle se transformait voilà, avec un statut. Est-ce que ça fonctionne? On peut prendre en compte quand même l'historique du statut d'auto-entrepreneur ou pas? alors, ce qu'on va prendre en compte, en fait, c'est votre documentation comptable. Donc, il nous faudra une liasse fiscale où, en fait, après, parfois, vous êtes en entreprise individuelle au départ. Donc, en fait, il nous faut au moins un équivalent bilan et compte de résultat qui est fait par votre comptable. D'accord. Mais il faut que vous soyez enregistré en tant que société depuis plus d'1 an. Ok. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a une petite question sur effectivement cette notion d'appartenance au réseau French Touch. Et quelqu'un demande s'il y a des critères, entre guillemets, de sélection pour faire partie de cette communauté French Touch. Alors, on est en train de construire avec un petit réseau d'entrepreneurs emblématiques de tous ces secteurs la manière dont la communauté va se déployer. Il n'y aura pas de surprise absolue. Les entreprises de la French Touch, c'est les entreprises qui appartiennent au secteur qu'on vous a décrit, qui portent les enjeux qu'on vous a décrits. Voilà, donc évidemment, il va falloir trouver la manière de faire en sorte que ce mouvement incarne bien toute l'ambition de ce que c'est censé représenter. Donc, ce ne sera pas une démarche où il faudra juste télécharger le coq sur Internet. Il y aura un petit process de sélection. Mais voilà, l'idée globale, c'est quand même d'embarquer et de fédérer l'ensemble des entreprises qui appartiennent au secteur qu'on a décrit et qui portent les enjeux qu'on a décrits. Donc, on vous reviendra de manière un tout petit peu plus précise sur tout ça à la rentrée. Oui, de toute façon, nous, on relaiera aussi l'information auprès de nos différentes
communauté pour faire en sorte que cette information soit diffusée au plus large. J'ai une autre question concernant les produits innovation. Est-ce que je pourrais communiquer éventuellement le contact d'Amélie pour une entreprise qui est d'ailleurs un ancien accéléré de l'année dernière, qui souhaiterait avoir plus d'informations sur les produits innovation? Alors, comme le disait Émilie en préambule, en fait, on est régionalisé. Donc, suivant la localisation de ce client en question, ce sera mon équipe ou ce sera une autre équipe qui sera en charge d'évaluer le projet de financement et d'accompagner ce client. Donc, finalement, la meilleure façon de tomber directement dans la bonne équipe, c'est de passer par notre site internet. Donc, c'est contact.bpifrance.fr. Il faut sélectionner « Je suis porteur d'un projet innovant ». Il a quelques informations à remplir, mais c'est vraiment très rapide. Et ensuite, ça lui permet d'être recontacté directement par la bonne équipe. Ok, très bien. Jackie, je crois que vous avez une question. Oui, bonjour. Merci, très clair pour cette présentation. Ma question était si nous faisons déjà partie du réseau BPI Excellence ou BPI Accéléré, est-ce que c'est le guichet unique qui les interlocuteurs sont ceux que nous avons habituellement en contact ou c'est une autre équipe? Alors, pour les sujets innovation, effectivement, si vous avez déjà un chargé d'affaires, ce sont vos chargés d'affaires habituels. Et si vous êtes suivi par un autre métier, donc le cofinancement, l'international ou par la garantie, en fait, vous pouvez demander à votre interlocuteur de vous mettre en contact directement avec le service innovation de sa délégation. OK. Donc, le système de guichet unique de la BPI fonctionne bien alors aussi. Tout à fait. Merci beaucoup. Tout à fait. Hein. L'idée du plan Touch, mais Émilie a insisté là-dessus, c'est qu'il y a à la fois des équipes dédiées, donc on porte le plan, Vanessa qui représente les référents anime le plan dans l'ensemble des implantations de la banque, mais c'est toute la banque qui porte le plan. C'est tous les collaborateurs de la banque qui déploient le plan. Donc, Amélie et ses équipes pour l'innovation à Paris, vos interlocuteurs habituels, etc., continuent d'être là pour vous accompagner. Après, en effet, ça dépend du sujet. Si vous avez un sujet d'innovation, d'accompagnement, de financement, etc. Est-ce qu'on a encore une question? Non, moi, j'ai plus de questions pour l'instant. Alors, merci beaucoup à Nicolas, merci beaucoup à BPI France et à toutes les équipes pour cette présentation qui, je crois, a été extrêmement riche. Merci à nos participants qui nous ont rejoints petit à petit au cours de cet échange, que vous pourrez retrouver bien sûr sur prêtaporter.com. Merci au nom de la fédération et continuez bien sûr à contacter toutes les équipes de la fédération, Priscilla, bien sûr, Anne-Laure qui est ici, Mathias, François-Marie, etc., pour nous remonter toutes les demandes éventuelles que vous pouvez avoir de sujets d'intérêt qui pourraient donner lieu à une nouvelle matinale de la mode prochainement. Toutes nos actualités sont sur prêtaporter.com, bien sûr. À très bientôt. Un très grand merci Pierre-François et Priscilla pour cette invitation. Merci Nicolas. Très heureux de passer ce moment avec vous et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.